ça ouvre à la question de la performativité des théories de la science économique. Est-ce qu'il y a des questions courtes, parce qu'on doit partir vraiment dans 10 minutes par rapport à l'engagement suivant? Je ne vais pas rentrer dans des discussions avec Redouane que je connais bien. Je vais juste lui faire part d'un témoignage sur les modèles macroéconomiques. Comme tu le sais, j'ai été en charge pendant une dizaine d'années de la direction des études des prévisions financières. Et j'avais une grande division qui s'occupait de modélisation. Il y a le modèle d'équilibre général qui a été préparé ici avec la coopération canadienne pendant plusieurs années. Et je suis parti de l'idée parce que là, on revient à la question de la dame sur les politiques publiques. Les analyses scientifiques n'ont en définitive de légitimité que dans la mesure où elles nous permettent de transformer le réel. Sur les modèles utilisés dans le cas propre du Maroc, parce que la modélisation telle qu'elle est utilisée, pour résumer, c'est la branche la plus développée du raisonnement inductif qui porte les mathématiques de manière générale. Or, ces modèles, ce type de raisonnement, d'abord, souvent, il est linéaire, donc ça pose le problème des élasticités entre variables. Et donc, ce que j'ai remarqué dans la plupart des pays comme le nôtre, on prend les élasticités telles qu'elles ont été produites dans un autre contexte. Il n'y a jamais eu de travail de ce côté-là. Deux, la cohérence interne nous donne une image, ce qu'on appelait le monde des harmonies universelles. Si on a telle politique publique pour arriver à un taux de croissance donné du PIB, cela marchera parce que le modèle le montre. Or, souvent, pour ne pas dire toujours, sur les politiques publiques, ce qu'on a remarqué, c'est que les anticipations en termes d'emploi, en termes de transformation de la chaîne de valeur, en termes d'intégration, ne suivent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, on peut avoir un cadre qui, comme tu dis, de référence, qui peut donner une forme de cohérence à une politique publique, mais si l'on veut aller vers des objectifs qui soient plus précis, on a privilégié ce qu'on appelle la microsimulation, qui me permet, lorsque je vais prendre une décision sur le changement de la TVA, je sais quel sera l'impact sur les 17 000 ménages qui constituent l'échantillon des enquêtes de consommation qu'on a pu avoir avec moult batailles. Donc je veux dire par là que c'est bien qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un apport d'un modèle d'équilibre général dans sa pureté, mais c'est très important de voir quelles en seront les conséquences sur la transformation du réel. Et de ce point de vue-là, je vais vous l'avouer, sur les politiques publiques, sur les recommandations que nous avons faites, j'ai beaucoup plus appris chez Waterbury que chez les macroéconomistes, parce qu'ils me donnaient la juste mesure des acteurs réels et des bénéficiaires. Et ça nous a poussé à aller plus loin dans les mesures. On a fait un grand travail sur les dépenses fiscales avec à qui bénéficie des subventions, qui bénéficie du foncier, qui bénéficie des exemptions fiscales. Et là, les choses sont très parlantes. Ça nous donne une autre idée de ce que peut être l'économie. Moi, j'ai rien contre, à la limite, si ça peut nous donner des échelles de progrès qui permettent de tirer la société dans sa globalité. Le modèle d'équilibre général ne nous donne pas ce genre d'informations. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Merci Redouane pour cet exposé. Moi, c'est une question, mais en même temps, c'est une réflexion. Je suis d'accord avec toi que, effectivement, les modèles du type DGE arrivent à intégrer un certain nombre d'imperfections, comme tu l'as bien expliqué. Mais la question qui se pose, c'est à quel prix? Par exemple, lorsque je regarde les équations relatives au marché du travail, comment ils sont introduites pour prendre en compte une série d'imperfections, ne serait-ce qu'entre un secteur secondaire, un secteur primaire,
Effectivement, c'est introduit, mais c'est introduit avec une simplification extrême des approches sous-jacentes à ce type d'imperfection qui sont les approches hétérodoxes. Donc, effectivement, on intègre, mais on caricature les théories hétérodoxes dont on s'inspire. Et ma deuxième remarque, effectivement, sur l'usage de l'économétrie. Et je pense qu'on a discuté ça il y a très longtemps. Je pense que le problème qui se pose, c'est à quel moment j'introduis le rapport à l'empirique. Et c'est le fameux débat qui a opposé Taubin et Friedman au début des années 70 sur le débat autour des modèles de la Coles Commission versus les modèles versus les approches empiriques de Friedman qui ont été repris par la suite par Sims, dénommé par Marc Bloch comme un agnostique de la théorie. Ce qui compte, c'est l'effet empirique, et après on va formuler un modèle qui va permettre d'arriver à un certain nombre de résultats, de relations causales, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va construire une théorie, et ainsi de suite. Donc ce sont des remarques et des réflexions, mais c'est un débat qui demande vraiment beaucoup de temps, et une discussion qui demande vraiment beaucoup de temps pour aller au fond des choses. Je te remercie. Tu veux réagir peut-être? Là, il ne s'agit pas que... Là, je me suis proposé de mettre en doute la conjecture de crise de la macroéconomie des choses. J'ai dit que cette macroéconomie se porte toujours bien. La preuve, c'est qu'on n'a pas de paradigme de rechange. La preuve, c'est qu'elle continue. Elle continue à régner. Ce que je voulais dire, c'est la critique empirique, elle ne peut pas être... D'abord, souvent les résultats sont contrastés. Très souvent, les résultats sont contrastés. Pourquoi sont contrastés? Parce qu'elles sont issues de mise en œuvre de techniques différentes, d'hypothèses différentes, d'adjoints, etc. Il y a là aussi l'articulation entre les grandeurs observables, les grandeurs non observables, dont il faudrait trouver des contreparties, etc. Donc il y a on ne peut jamais dire que tel résultat est décisif. Tel résultat permet... Prenons par exemple la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'est une courbe qui était initialement empirique, immédiatement, assez rapidement quand même, dès 1960, elle a été convertie en catégorie théorique, ce qui prouve la prédominance de la théorie. Et puis, il est devenu quoi? Il est devenu une catégorie qu'on utilise dans le monétarisme, dans le nouveau classique. La courbe peut être décroissante à court terme, verticale à court terme et à long terme, etc. Dernièrement, l'FMI a publié une étude selon laquelle il n'y a pas eu de boucle salaire-prix pendant les 30 glorieuses. Ça prouve qu'on peut avoir des résultats différents. Le fait qu'il existe des résultats différents fait que nous n'avons pas de preuves contraignantes. Lorsque Sonnenschein, Montel, Debreu disent on ne peut pas montrer la stabilité que sous l'hypothèse que les biens sont des substituts bruts, eh bien, c'est un résultat nécessaire. C'est un résultat qui s'impose. Donc, c'est pour cette raison qu'on a aisément abandonné. On a aisément abandonné la stabilité, on a abandonné cette question qui est fondamentale. Elle était abandonnée. Donc, on continue toujours à parler de loi de l'offre. On continue de parler toujours de loi de l'offre et de la demande. Mais est-ce que nous avons eu loi de l'offre et de la demande? Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, je n'ai aucune démonstration qui me dit qu'il existe une loi de l'offre et de la
demande. Je n'ai pas de règle d'ajustement. Tout ce que je sais, c'est que des prix existent. Et je ne peux pas dire le modèle Arro de Breu, c'est un modèle axiomatique, purement axiomatique. Arro dit lui-même, vous n'avez pas à confronter quoi que ce soit avec la réalité. C'est une démarche. Mais cette démarche axiomatique débouche sur des résultats généraux et elle est influente. Elle est influente par le biais de quoi? Tout à l'heure, on a parlé des modèles d'équilibre général calculables. Là. Mais l'influence passe par la rhétorique de la politique économique, par le fait que, oui, il faudrait contrôler le déficit public. La dette, c'est un fardeau générationnel. L'inflation, c'est un précipice. Et là, la rhétorique joue encore plus sur les gens, ce qui conforte ce que nous dit Calon, cette performativité, cette capacité de transformer la réalité. Merci beaucoup, professeur Tawil. Merci à tous pour votre présence. On doit partir par rapport à l'engagement. Je vous invite à prolonger la discussion avec le professeur Tawil. Mais il y a un engagement collectif à aller à Marrakech. Et là, on va louper cet engagement. Merci beaucoup et bonne soirée.